Et ce plateau télé est organisé par le comité de bassin versant du Léguerre, le comité de bassin versant de la Lieue de Grève, celui aussi du Jaudy Guindy-Bizien, en partenariat avec Trégor Vidéo et la CLCV, l'Association de défense des consommateurs, consommation, logement, cadre de vie. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Philippe Prigent, agriculteur au Vieux Marché, Charles Laouénan, apiculteur et également, il a une autre casquette, jardinier de France, Roland Jaffray, qui représente le magasin vert, donc distribution et jardinerie, et Jean-Charles Dagorne, ancien responsable des espaces verts de la ville de Lannion. Alors, on va tout de suite poser des questions. On va faire, vous allez faire chacun un petit exposé d'une dizaine de minutes, et ensuite, on parlera entre nous, on discutera des sujets qui nous concernent, et ensuite, nous aurons des questions-réponses avec la salle. S'il y a des gens dans la salle qui veulent poser des questions. Alors, Philippe Prigent, agriculteur au Vieux Marché, qui était un agriculteur en agriculture intensive, passe maintenant à l'agriculture biologique. Pour nous, c'est quand même une grande surprise, mais une grande satisfaction. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, là, maintenant, vers l'agriculture biologique ? Bonsoir à tous. Eh bien, en fait, c'est vrai que si on a 10 minutes pour présenter la motivation, ça laisse un peu de temps. Je crois que, en tant que responsable, puisque j'ai aussi des responsabilités au niveau départemental et local sur cette affaire de qualité de l'eau, après 15 années de bassin versant, puisque j'ai aussi démarré l'action bassin versant du Léguerre avec, à l'époque, Michel Bérivin, après 15 années de bassin versant, d'actions qui ont porté quand même leurs fruits, peut-être pas suffisamment voyants, mais quand même il y a eu des choses comme qui sont perceptibles aujourd'hui. Après ces 15 années, une réglementation quand même qui se resserre d'année en année. On voit bien quand même que la réglementation est chaque année un peu plus dure, et on le voit encore ces derniers temps avec les annonces qu'il y a pu avoir sur la Lieue de Grève, pas forcément sur le sujet de ce soir, mais c'est quand même proche. L'envie aussi peut-être d'un défi technique. C'est vrai que quand on a pratiqué une agriculture que je ne renie pas, parce que il n'est pas question de renier ce que j'ai fait pendant 20 ans. Ça m'a aussi fait vivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que au-delà de cet aspect, il y a quand même un défi technique, je pense, pour celui qui s'engage dans l'agriculture biologique, qui n'est pas forcément facile un virage qui n'est pas forcément facile à prendre. Je ne suis pas sûr de le réussir. Peut-être que ça sera un échec. Je ne le souhaite pas. En tous les cas, nous ne le souhaitons pas. Mais en tous les cas, sur l'exploitation, mon épouse et moi, ça fait quand même déjà 2 ans qu'on a souhaité commencer la conversion en 2010. Alors on a pris notre temps, c'est vrai, pour réfléchir, pour préparer cette conversion, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il faut quand même préparer l'exploitation à ces changements. Alors c'est vrai que c'était l'exploitation qui a la chance, où on a la chance d'avoir une surface confortable, puisque l'exploitation comporte aujourd'hui 100 hectares et avec 330 000 litres de lait à produire. Donc c'est quelque chose qui est assez confortable pour passer en agriculture biologique. Il y avait en présence dans cette exploitation beaucoup de céréales qui vont du coup disparaître ou quasiment disparaître de l'assolement pour passer, en tous les cas, faire plus d'herbe. Donc c'est le changement essentiel qu'il va y avoir sur l'exploitation. Alors c'est vrai que c'était aussi, on est dans une situation aujourd'hui, une crise économique qui touche tout le monde, tous les secteurs d'activité, mais qui touche aussi beaucoup l'agriculture, qui touche beaucoup les producteurs de lait, avec une envie aussi peut-être de recentrer les choses, de retrouver peut-être un peu plus d'autonomie sur l'exploitation, de faire baisser les coûts de production. Et là, c'est vrai que on recherche aussi, chacun recherche aussi, et depuis en tous les cas 2 ou 3 ans sous le bassin versant du Léguerre,
mais aussi avec nos collègues de la Lieu de Grève, il y a eu un travail assez considérable sur l'herbe, en tous les cas, hein, sur cet aspect-là. Et on voit bien que, bon, même si il n'y a pas des grands changements, il y a quand même des signes encourageants de ce côté-là pour des gens qui cherchent aussi plus d'autonomie, qui veulent peut-être se passer un peu plus de produits phytosanitaires. Donc c'est un signe assez encourageant que l'on vit depuis quelque temps. Enfin, c'est vrai que c'est pas les grandes masses qui se déplacent, mais on voit quand même des signes encourageants. Donc de ce côté-là, c'est aussi de la part de quelqu'un qui a aussi la responsabilité de l'animation d'un bassin versant, de faire aussi évoluer les autres, c'est aussi de faire évoluer aussi son exploitation. Mais ça reste essentiellement, c'est vrai qu'un acte technique et économique, hein, et en aucun cas un acte politique. C'est vrai que quand je l'ai annoncé à mes collègues sur la commune, c'est vrai que certains ont été étonnés. Et je leur ai bien expliqué, et certains l'ont compris, d'autres peut-être un peu moins, que c'était pas une reconversion dans la politique et une adhésion à un mouvement au vert ou autre. Enfin, c'était alors que certains pouvaient le percevoir un peu comme ça, et surtout venant de quelqu'un qui a une responsabilité qui représente le monde agricole, c'était aussi d'autant plus. Il fallait l'expliquer, il fallait aussi le faire comprendre aux gens qui m'entourent et bon, globalement, ça se passe bien. Il n'est pas question non plus de se séparer et de ne plus travailler avec les gens qui font du conventionnel et de travailler avec eux et voire d'échanger sur les techniques ou autres. Et aussi de les écouter parce que les voisins ont aussi des choses à dire ou observent aussi. Donc, je crois que c'est un échange qui va se faire et qui va être intéressant. Donc, voilà globalement un peu la démarche que j'ai sur l'exploitation qui est aussi liée avec la démarche qu'on peut avoir au niveau local ou au niveau départemental. C'est vrai qu'il y a une envie quand même pas forcément de pousser les gens à l'agriculture biologique, mais de faire évoluer les choses, notamment sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Le Grenelle va nous imposer un certain nombre de choses. La disparition de je ne sais combien de molécules ou en tous les cas de baisser les quantités de produits phytosanitaires de moitié, je crois. Hein. C'est l'objectif à 2020, je crois. Donc il y a forcément des choses à faire. Il y a des actions qui sont très intéressantes, qui sont pas forcément, qui n'iront pas jusqu'à l'agriculture biologique, mais qui seront de toute façon à faire passer. Enfin, en tous les cas, l'agriculture biologique devra ou sera en tous les cas en position de montrer à d'autres agriculteurs des nouvelles techniques ou par de la technique mécanique ou de l'assolement ou autre qu'il faut travailler, quoi. Mais comment se passe actuellement alors comment est-ce qu'on peut passer de la surutilisation des phytosanitaires à une réduction aussi importante? Alors, je vous l'ai dit un peu en préambule, c'est vrai que sur l'exploitation, à titre personnel, c'est vrai que c'est la surface céréale qui va en gros passer à la trappe, qui sera remplacée tout simplement en grosse partie par de l'herbe. Alors qui sera pâturée, mais pas simplement parce que l'exploitation, on n'est pas sur les systèmes anglais, hein, on n'a pas toutes les surfaces autour des sièges, donc il faudra aussi récolter l'herbe, faire de l'affouragement en verre. Donc il y a un certain nombre de techniques qui sont aussi à mettre en place, qui ont aussi un coût, qui sont peut-être pas forcément économiques, ou économiquement plus rentables peut-être que de faire du maïs, mais en tous les cas, on veut essayer, en tout cas, faire le pari. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis quelque temps, comme on l'a dit, on l'a beaucoup dit, c'est vrai que dans les systèmes herbes, on a fait beaucoup, ou en tous les cas, on avait tendance à faire de la cueillette, alors que c'est en fait une vraie culture qu'il faut faire, quoi. Donc, c'est le changement c'est le changement radical qu'il va y avoir. Hein. Bon, on faisait du maïs auparavant, on en fera encore. Parce que le binage, moi je le pratique depuis déjà 10 ans. Hein. J'avais fait l'acquisition d'une bineuse déjà pour faire du binage. Donc je faisais aussi du chimique, mais je faisais aussi beaucoup de binage. Donc la partie maïs ne m'inquiète pas. Sauf que le maïs sera quand même en forte réduction, puisque le maïs, qui dit maïs, dit aussi apport de protéines. Et forcément, en agriculture biologique, la protéine n'est pas très accessible parce qu'elle est très chère, en tous les cas. Donc il faut travailler autrement sur l'alimentation, quoi. Donc grosso modo, on ne va pas rentrer peut-être dans le détail de la technique, mais c'est vrai que
c'est un changement radical. Bon, alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même un facteur, et c'est peut-être par celui-là que j'aurais dû commencer. C'est vrai que d'attacher sous le pulvé et faire, je passais grosso modo 150 hectares avec mon pulvérisateur chaque année. Ça ne me passionnait pas forcément tous les jours, parce que c'est vrai qu'il y a forcément un risque sur notre santé. Je ne dis pas qu'il y a un risque sur la santé de celui qui consomme le produit, encore que j'en sais rien du tout, et on en débattra tout à l'heure. Mais le premier exposé aux produits phytosanitaires, je pense que c'est celui qui l'applique. Et c'est vrai que là, j'étais pas de ceux qui se protégeaient le plus, même si je mettais des gants, un masque, enfin bon. Mais il y a forcément quand même un contact. Donc, bon, alors, c'est des choses sur lesquelles il faudra aussi beaucoup communiquer, parce que bon, il y a forcément des accidents. Il y a une crainte. Il y a une crainte, on ne connaît pas les conséquences, mais il y en a sans doute. Et là-dessus, je pense qu'il faut que le monde agricole et que la profession fasse très attention, qu'il y ait, en tous les cas, de la communication de gens de l'extérieur, y compris de la MSA ou d'autres, qui puissent alerter le monde agricole là-dessus, quoi. Donc, oui, on a pu constater quand même qu'il y a justement des risques de fertilité ou des conséquences neurologiques importantes, hein. Il y a des chiffres là-dessus, hein. Tout à fait, oui. Mais, enfin, le problème, c'est que aujourd'hui, la MSA, je pense, ne communique pas parce qu'elle ne veut pas non plus faire peur. Et peut-être qu'il faut pas, enfin, il faut toujours être très prudent dans la communication. Mais il y a forcément des choses qui sont avérées. Donc, il faudra aussi en tenir compte, quoi. Donc voilà un peu globalement. Mais c'est vrai que l'aspect santé reste quand même pour nous et pour ceux qui nous entourent. Bon, quand les enfants qui n'ont encore que 7-8 ans vous font la remarque dans la manipulation des produits, c'est que oui, il y a quand même quelque chose, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même une éducation des enfants qui passe forcément, maintenant et qui arrive vers les adultes. Voilà. Alors Charles. Oui. Charles de Laouénan va nous parler des abeilles. Des abeilles et des produits Parce que c'est la visite, hein. C'est la visite des ruches, mais c'est aussi, là maintenant, la grande personnalité locale. Si vous voulez, si tu veux. Bon, oui, moi je vais parler des abeilles, mais je vais aussi parler beaucoup des phytosanitaires. Parce que cette petite bête qui est indispensable à l'agriculture, à l'environnement, et donc subit depuis, je dirais, une bonne trentaine d'années maintenant les effets des pesticides. Alors, il n'y a pas que les pesticides qui rendent cette petite bête qu'on appelle l'abeille fragile. Elle a aussi des maladies, mais des maladies que nous connaissons depuis plusieurs décennies, voire centaines d'années. Mais on s'est rendu compte que certaines maladies qui sont revenus sur le devant de nos ruches sont favorisés par les produits phytosanitaires, et en particulier les pesticides. Et je dirais encore plus particulièrement par les nouveaux produits que l'on utilise en agriculture. Vous avez entendu parler de Gaucho, de Régent, de Cruiser. Hein, ce sont des noms utilisés en agriculture et qui sont extrêmement dangereux. Je ne sais pas tout à l'heure si notre ami agriculteur a eu les consignes pour semer son maïs, mais d'après ce que j'ai vu, les contraintes du semis de maïs traité Cruiser est draconien. Et je ne sais pas si nos amis agriculteurs, exploitants, sont bien conscients de la difficulté d'avoir quelque chose d'hermétique pour semer ces graines. Alors, notre abeille, effectivement, si je fais un petit récapitulatif, tout simple, avant les années 80, nous avions des productions relativement importantes. À l'heure actuelle, pour avoir cette même production, nous sommes obligés de doubler nos ruches. Ça veut dire que la production par ruche a été divisée par 2. Pourquoi? D'une façon tout à fait simple. Les herbicides en particulier. En Bretagne, on a une phobie. Hein, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise herbe qui traîne. Eh bien, une mauvaise herbe est importante parce que souvent, elle donne une fleur. Cette fleur est butinée
par l'abeille, qui par la suite cette fleur se transforme en graine ou en fruit, qui nourrit nos oiseaux et autres animaux. Donc, si vous voulez, pour nous, ce qui est important, c'est de revoir ces petites plantes réapparaître. Et je suis bien content de voir ce qu'a dit, ou entendu ce qu'a dit tout à l'heure le prix Jean, c'est qu'on va retrouver des pâtures. Donc, qui dit pâture va nous dire aussi fleurs. Ce ne seront plus des pâtures comme nous faisions et où l'on faisait il y a encore 20 ans, 25 ans. Hein, on traitait pour enlever toutes les mauvaises herbes. On ne gardait que le régras. Maintenant, je pense que ce n'est plus le cas. Hein, voilà. Donc, on peut espérer beaucoup moins. Donc, on peut espérer revenir à des rendements suffisants. Alors, il faut savoir aussi que notre abeille, sa principale nourriture n'est pas le miel, mais le pollen. Le pollen, c'est la partie mâle de la plante, et c'est cette partie qui contient beaucoup de protéines et qui sont indispensables au développement de l'abeille. Si la protéine manque, eh bien, il y a des carences et la colonie s'en ressent, la population est moins importante et ainsi de suite. Donc la qualité de production est ralentie. Le miel, bien sûr, on va dire, les pesticides, oui, effectivement, ça ne joue pas tellement sur le miel pour une raison simple, c'est que notre abeille, avec les quantités de pesticides qui sont pourtant infimes au niveau de l'agriculture, suffit à les tuer. Il faut quelques nanogrammes pour détruire une colonie. Voilà. Alors, il faut aussi bien se mettre dans la tête qu'il n'y a pas que les exploitations agricoles. Je remarque que beaucoup de jardiniers amateurs consomment bien trop de pesticides. Là, eh bien, nous sommes effectivement en campagne pour sensibiliser les gens. Et j'espère que d'ici peu de temps, on utilisera plus la binette que les herbicides pour désherber nos jardins. Pour moi, l'abeille, je reviens là-dessus, c'est quelque chose d'indispensable. Il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, et par exemple en arboriculture, sans abeilles, ou je dirais plutôt sans insectes pollinisateurs, il y a peu ou pas de fruits, et les fruits sont de mauvaise qualité, ont une conservation moins importante. Vous voyez, il n'y a que des avantages. Alors, tout à l'heure, on revient sur les pesticides. La chose est importante, c'est que, par exemple, en arboriculture, il faut savoir que l'on utilise des produits en grande quantité et à raison d'un traitement tous les 3, 4 jours, 5 jours. En jardinerie, moi je suis déçu de voir encore en jardinerie un produit qui est le gaucho, hein, qu'on propose aux jardiniers amateurs. Il n'a pas ce nom-là, je ne donnerai pas son nom parce que c'est un produit avec une marque, mais je trouve aberrant que ce produit soit encore à la disposition des jardiniers amateurs. Ils ne connaissent pas les effets. Tout à l'heure, on a parlé des effets sur la santé. Je reviens. En arboriculture et en viticulture, des études sont faites actuellement par le CHU de Montpellier, l'INRA d'Avignon et la MSA de cette région. Et on s'est bien rendu compte qu'il y a des effets négatifs sur la santé. Voilà. Dans les zones céréalières, sur les pesticides, on peut en parler. Il y a également des effets négatifs, hein, mais là, les MSA de chaque département ou de chaque région n'en font pas cas pour des raisons évidentes. On a peur de faire peur, en fin de compte. Hein, je crois que c'est Coluche qui disait quelque chose de ce genre-là aussi. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est revenir à une nature plus saine. L'eau, c'est pareil. L'eau,
avant traitement contient énormément de molécules. Je ne sais pas exactement, mais sûrement plusieurs dizaines. Et tout cela agit bien sûr négativement sur notre santé. Il ne faut pas oublier que les nouvelles molécules qui sont mises à la disposition des exploitants agricoles ont un effet négatif sur le cerveau, sur les neurones. Et moi j'ai bien peur, c'est moi-même qui le dit, hein, il n'y a pas de référence, mais j'ai bien peur que les maladies neurologiques soient encore de plus en plus en progression. Hein. Bon, il y a le vieillissement de la population, mais je pense qu'on verra ça dans quelques décennies. Je pense que là, peut-être, il est intéressant, justement, de demander à Roland Jaffré, qui est dans un magasin qui vend des phytosanitaires, vers, justement, les particuliers, voir est-ce qu'il y a une baisse, est-ce que vous en vendez moins, est-ce qu'il y a une baisse de consommation. Moi, j'ai des chiffres, mais à mon avis, qui touchent surtout l'agriculture. On est passé de 106 000 tonnes à 75 000 tonnes par an de consommation phyto. Est-ce que vous avez la même vision dans vos magasins ? Oui, tout à fait. Je vais parler au niveau du magasin vert aujourd'hui uniquement dans le côté grand public, parce que peut-être certains font un peu l'amalgame magasin vert et agriculture. Donc moi, je vais prendre la parole pour le côté grand public. Donc je vais parler un petit peu, comme vous demandez, de l'évolution de la consommation des clients. Je vais dire, elle est à la fois, l'évolution de la consommation est à la fois progressive et accélérée. Alors je m'explique. Accélérée, je vais dire un petit peu par la force des choses, parce que, comme a dit M. Prigent tout à l'heure, il y a un retrait physique de nombreux produits phytosanitaires, de par les nouvelles lois sur l'environnement. Il y a de nombreuses molécules de tout ordre qui disparaissent très rapidement, et ce depuis, je dirais, c'est très marqué depuis au moins 5 années. Donc automatiquement, la consommation évolue forcément. Après, elle est progressive. Elle est progressive, pourquoi ? Parce que c'est vrai que bon nombre de clients, au moins au niveau du grand public, sont sensibilisés à la protection de la nature. C'est vrai que tous les médias en parlent, c'est quand même très, très à l'ordre du jour. Donc je dirais elle est progressive parce que le client a ses habitudes. Il a ses bonnes et ses mauvaises. Et vous savez tous que pour changer les habitudes de longue date, il faut du temps. Donc je dirais c'est long à changer ça. Je vais prendre un exemple qui peut-être va fâcher, mais qui est parlant pour tout le monde. Le chlorate de soude, ça parle à tout le monde. Ça, c'est le produit de désherbage du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, on peut dire. Pour certains, pour les plus jeunes en tout cas, ils ont tous entendu parler ou vu le seau de chlorate de soude dans le petit abri de jardin de la grand-mère ou machin, jusqu'à il y a encore l'année dernière, parce que ça s'est arrêté en octobre, il était commercialisé. Mais je peux vous assurer, les gens, la plupart du temps, c'est un produit qui prenaient dans le rayon, jamais ou très peu, les gens demandaient un renseignement là-dessus. Ça prouve bien que c'était bien ancré dans leurs habitudes. On prend le seau, on va, on désherbe. Et M. Laouénan l'a dit, certainement il y avait des utilisations abusives ou trop abusives de ce produit et bien d'autres. Hein. Mais ça, c'est des habitudes c'est un exemple d'habitudes qui font qu'il va falloir du temps pour changer ça. Je dirais, alors, comment on va changer ça ? Il y a deux types de clientèle. Il y a le client, on va dire, un peu plus branché écologie, protection de la nature. Donc celui-ci, pour moi, il est plus facile à convaincre sur les alternatives. Hein. On en parlera tout à l'heure des alternatives. Car il est plus sensibilisé, il va être plus vite dans le coup, on va dire, avec ces alternatives-là.
Et puis il y aura le client qui a un peu de mal à changer ses habitudes. Monsieur Laouénan disait tout à l'heure qu'il souhaitait voir plus de jardiniers amateurs prendre la binette. Et je pensais tous à vous-même, prendre la binette, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus valorisant, et il faut l'apprendre une fois, ça va, mais il faut revenir souvent. Donc c'est vrai que c'est pas toujours, c'est un exemple d'alternative, hein, mais il y en a d'autres qui sont plus sympas. Je dirais, on voit quand même, hein, moi ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je suis au magasin de Lannion. On voit depuis quelques années des évolutions notables. Je vais prendre un petit exemple, c'est le retour au potager. Le retour au potager, depuis, je veux dire, ça s'est accéléré depuis au moins 5 ans, mais 3 bonnes années, où, bon, pourquoi? Bon, peut-être qu'il y a le côté tendance, hein, ça fait sympa d'offrir la salade, la pomme de terre, la tomate d'apéritif aux collègues. Il y a ça, mais il y a aussi sans doute le côté nourricier, mais beaucoup de gens, et surtout une population de plus en plus jeune, vient au potager. Il y a 10-15 ans en arrière, c'est vrai que le potager, c'était surtout une affaire de personnes au-delà de, je vais dire, au moins au-delà de 40 ans. Aujourd'hui, il y a des jeunes, hein, qui s'intéressent à ça et qui tendent le coup, et bien souvent qui sont à l'affût de conseils, et ces gens-là vont prendre le pli de le travailler de façon biologique, ou en tout cas très raisonnée, et auront pas de mal à se mettre dans ce rythme-là. C'est plus difficile avec entre guillemets, les vieux potagistes, qui sont plus difficiles à convaincre. Après, je vais dire, l'adaptation de nous-mêmes en tant que vendeurs, elle se fait. Ils sont tous aujourd'hui, en tout cas au magasin vert, sensibilisés aux techniques alternatives qu'on peut proposer. Bon, ils sont tous sensibilisés par des formations qu'ils ont eu. Il y en a même eu de proposées par les. Il n'y a pas longtemps. Oui. Il n'y a pas longtemps par les bassins versants du Légué. Il y en a aussi à titre maison. D'ailleurs, magasin vert, mais là c'est pas que Lannion, sur l'ensemble de France, a développé une charte qui s'appelle Geste après geste, qui reprend en gros, on va dire, les grandes lignes de la charte régionale des bassins versants. Jardinier naturel. Voilà, et qui d'ailleurs a eu un accord régional avant d'établir cette charte. Donc cette charte se traduit comment, pratiquement, je veux dire, des produits signalés en magasin par un logo, hein, et par la mise en avant des produits. Bon, des fois c'est lié à la saison, mais ça peut aller. On parlait tout à l'heure du désherbage. Des alternatives, bon, la binette bien sûr, elle est toujours là, hein. Le désherbeur thermique, et j'en parlais encore avec Jean-Charles Dagan tout à l'heure, c'est quelque chose par exemple qui a pris depuis 3, 4 ans, 5 ans peut-être, un bel essor. Aujourd'hui on propose également tout un panel de paillage qui permet d'éviter de travailler, justement, d'offrir un remplacement possible. Je pense que le paillage doit s'accompagner de plus ou moins une formation. Les gens, les personnes nouvelles qui viennent, qui ont des jardins, ne savent pas forcément l'intérêt du paillage. Ah oui, mais... Donc là, il faut vraiment un accompagnement. Tout à fait, tout à fait. Donc beaucoup de gens sont novices en la matière, et donc effectivement c'est pour ça que nos vendeurs sont sensibilisés à ces techniques-là, et ils sont aujourd'hui prêts à pouvoir conseiller le client sur ces guillemets nouvelles techniques. Bon, on voit, on en parlait tout à l'heure, je crois que vous êtes utilisateur également, on parle de la grelinade, la biogriffe, ça c'est des produits, il y a 5 ans on n'en parlait pas ou très peu. La bêche bio. La bêche bio, hein, des produits,
c'est pas spécialement que pesticides, mais qui vont un peu dans ce sens-là. Les récupérateurs d'eau, je citerai les composteurs. Tout ça, c'est des produits, il y a 5-6 ans, on en présentait déjà, mais c'était plus pour la forme, je dirais. Il y avait très peu de demandes. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, hein. Beaucoup l'utilisent. Ceux qui ne l'utilisaient pas l'ont vu chez le copain, chez le voisin. Et tout ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, certainement, il faudra du temps. On voit aussi, et je crois que tout à l'heure on en parlait encore, il y a des nouvelles législations qui vont permettre le retour de produits plus naturels. Je pense je reviens un petit peu à la recette de grand-mère, c'est un peu lié à ça. Les purins d'ortie, purins de prêle, on parlait tout à l'heure de purins de fougère. Tout ça, c'est des produits qui étaient... l'ortie, la prêle étaient depuis peu commercialisés, mais on verra d'autres produits apparaître dans ce style-là. Parce que c'est vrai qu'il est hyper rapide d'éliminer des rayons les produits phyto, on va dire. Mais aujourd'hui, pour homologuer même un produit de ce style-là, ortie, prêle, il faut des autorisations qui demandent un temps sans doute trop long. Je m'excuse, maintenant c'est très court. Non, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas, mais ouais. depuis décembre 2009, et la législation permet d'avoir des autorisations de mise sur le marché très rapides pour ces produits-là. Et c'est louable, hein, parce que c'est vrai qu'avant c'était hyper long. Beaucoup de gens sont sensibilisés, hein. Je dirais le désherbage était le premier axe qui a sensibilisé les gens. Et c'est là aussi qu'il y a eu plus vite des alternatives à proposer. Bon, après, on retrouve dans les insecticides, dans les fongicides. Je pense qu'il y a aussi l'aspect, comment dirais-je, les collectivités locales telles que la communauté d'agglomération montrent l'exemple. La ville de Lannion a aussi montré l'exemple en éliminant carrément. Ça vous avez mis combien de temps à éliminer la méthode ancienne? La méthode ancienne, disons qu'on a commencé vraiment à travailler sur le désherbage en 95. Et bon, là, c'était surtout... on a commencé par l'étalonnage des pulvées. Hein. C'était vraiment pour gagner de la matière active, quoi. Mais tout restait quand même chimique jusqu'en 99. 99, on a mis... Parce qu'en fin de compte, on a continué à évoluer. Les méthodes alternatives ont continué à évoluer au fur et à mesure qu'on supprimait des zones désherbées chimiquement, quoi. Donc en 99, on est venu à la binette, hein, la binette, et c'était surtout dans le centre-ville. Et puis le thermique gaz. Bon, ça on l'a fait pendant 2 ans. On a agrandi les surfaces. Il y a en 2001. Donc ça c'est à la ville de Lannion. C'est la ville de Lannion. Hein. 2001, il y a un plan de désherbage qui s'est mis en place. Donc là, communication toujours. Hein. Communication dans les lotissements où on devait communiquer pour expliquer aux riverains pourquoi on intervenait de cette façon-là, quoi. Parce que là, on prenait en location un type de machine qui s'appelle Wipuna, donc c'est eau chaude, et projeté en même temps de l'amidon de maïs et de noix de coco, quoi. Bon, ça, on l'a fait pendant 4 ans. Bon, après, il y avait une question de coût. Et parce qu'ils voulaient, c'était une location, on ne pouvait pas acheter l'appareil. Et donc, on est parti, alors là, c'était la phase, on pourrait dire, la plus importante pour nous, hein, c'était 95, de 2005 à 2009. Et là, c'était les balayeuses. Ah, là, c'était la panacée, quoi, parce que les balayeuses, c'est très bon. On ne s'était pas rendu compte avant, c'est un peu dommage. Les balayeuses, c'était vraiment, il aurait fallu partir là-dessus plus tôt, quoi. C'était simple. C'était simple. Donc il a fallu former les techniciens. En fin de compte, c'est les hommes de terrain qui ont trouvé. Hein, c'est les hommes de terrain qui travaillent avec ces engins-là, quoi. Donc on a changé les balais, on a acheté des balais adéquats qui correspondent aux besoins. Et puis c'est parti comme ça. Donc les balayeuses, la brosse métallique où la balayeuse ne peut pas attaquer parce que il y a le trottoir, donc la balayeuse ne peut pas passer à côté du mur. Et
on a gardé quand même un petit point à l'eau chaude. Mais bon, je dis que c'est vraiment de l'appoint pour nous, sur les voiries. L'eau chaude, par contre, dans les cimetières, ouais. Donc le collecte du cimetière, tous les cimetières sont faits à l'eau chaude. Il n'y a pas de désherbant chimique du tout. Je crois que c'est un point fort, quoi. Parce que les cimetières, il faut que ce soit toujours super nickel pour les gens qui... C'est l'image. C'est une image, en Bretagne. Et bon, donc voilà. Après, communication auprès des enfants, auprès des associations, déplacement sur des stands tels que la Griste. On va même au Salon du Camélia à Guingamp. Enfin, on va un peu partout, quoi, avec le bassin versant. Et donc, là, on explique, quoi. On explique pourquoi on intervient de cette façon-là, pourquoi on a évolué. Oui, les comités de bassin versant sont quand même des locomotives. Ah, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. C'est eux qui le premier plan de désherbage, c'est eux qui nous l'ont mis en place. Donc, c'était sur les zones à risque. Donc, ça a commencé comme ça. Puis nous, après, on a développé. On a changé, on a continué à améliorer on a fait des recherches nous-mêmes, quoi, de méthodes alternatives qui correspondent aux surfaces. Parce qu'après est venu se rajouter dessus sur des trottoirs, par exemple en Perret. Donc le Perret, c'est un sable de terre. Donc certains, on les a ensemencés. Ça démarrait par de la fétuque, plusieurs fétuques d'ailleurs. Et bon, on s'est aperçu qu'il y avait un petit inconvénient quand même, ça qui poussait assez vite, quoi. Donc il fallait, les coupes étaient assez fréquentes 3-4 par an, quoi. Et là, on a trouvé une autre graminée là, qui s'appelle Coellaria. Et bon, là, c'est vraiment bien, quoi. Ça correspond bien à nos surfaces, quoi. C'est un passage par an. C'est une graminée qui pousse dans du terrain très difficile. Ça élève, elle couvre bien. Et donc, c'est un semi-direct. On ne fait rien. Bon, ce qui est important, c'est la concertation auprès des rivières, parce qu'on n'est pas toujours compris, quoi. Oui, il y a des réflexions, des réactions. Voilà, il y a des réflexions. Donc, il faut aller, dans la mesure du possible, il faut aller voir ces personnes-là, expliquer là. Mais c'est vrai que c'est... il faudra un certain temps, je pense. Roland Jaffray, on parlait tout à l'heure de moyens alternatifs. Donc, on a parlé là de collectivités locales. Est-ce que vous avez pu constater, à partir du moment où la communauté d'agglomération a organisé des ventes de composteurs, est-ce que vous avez, vous aussi, dans le magasin, vu une évolution vers ce moyen ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est lié. J'ai dit tout à l'heure, depuis maintenant 3 ans, c'est très sensible, ce genre de produit. Les composteurs, les récupérateurs d'eau, c'est dans le même ordre d'idée. Tout à l'heure, il a reparlé du désherbage thermique. Je pense que peut-être c'était les explications qu'il a données aux riverains qui ont fait que aussi tout ça s'est mis en place. Et c'est vrai que certainement, tout ça, c'est des choses qui aident entre guillemets, à vulgariser ces nouvelles alternatives. Pour revenir au désherbage thermique, je tiens à souligner l'action qui a été faite par les bassins versants, en tout cas sur la zone ici, qui permettait aux clients intéressés d'avoir une partie de sa facture en remise au travers des bassins versants du Léguin. Et c'est des initiatives qui certainement ont aidé au lancement de ce genre de produit. Et le plus dur, c'est de lancer. Après, je pense que ça continue, quoi. Le désherbeur thermique a quand même ses limites, parce que comme dans une période comme en ce moment, là, où ça n'arrête pas de pleuvoir, ça sert à rien de passer le désherbeur thermique. On voit l'air pousser. Oui, forcément, mais... Quelle solution alternative avec la binette. Avec ce temps-là, même les désherbants chimiques n'étaient pas forcément adaptés. Non, mais au contraire, justement, il faut savoir au contraire. C'est là qu'il ruisselait partout. Donc, justement... Aujourd'hui, ces alternatives-là, avec des météos comme ça,
c'est vrai que la binotte est de bon aloi, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, hein, mouiller le maillot, comme on dit. Maintenant, les paillages peuvent être aussi une solution. Et les paillages, on en a parlé tout à l'heure, ils sont bénéfiques au niveau du désherbage, mais ils sont bénéfiques après l'été aussi, parce qu'ils gardent plus de fraîcheur. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les étés desséchants terriblement, mais en tout cas, ça aide à certaines périodes. Ça permet aussi d'économiser des arrosages éventuellement. Bien, Charles. Oui, moi je reviendrai sur la ville de Lannion. Moi je trouve ça très très bien. Et toujours mes petites abeilles, et bien sûr, il faut savoir qu'actuellement les meilleures récoltes se font en ville. Ça veut dire nos abeilles se sentent beaucoup mieux en ville qu'à la campagne. Ce qui pour moi est une aberration, si on veut aller par là. Hein, parce qu'à la campagne, en principe, on a l'air qui est meilleur, non vicié, pas des poches d'échappement, tout ça. Eh bien non, on a de très très belles récoltes en ville. On peut considérer 3 fois supérieure à une récolte à la campagne. Donc je reviens toujours sur mes petites fleurs, mes adventices, comme on dit si bien, que l'on n'a plus à la campagne. Pourquoi ? Parce qu'on utilise abusivement les produits, les herbicides. C'est mon point de vue. Pour moi, je reviens sur ce que disait M. Jaffray, c'est qu'effectivement, les paillis, en jardinage, il faut que les gens s'y mettent. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'en plus, ça améliore la structure du sol. Hein, ça garde l'humidité, beaucoup moins d'arrosage et ainsi de suite. Donc ce n'est que bien, qui est très bien. Et pour moi, de voir les gens, ne serait-ce qu'aller envoyer leur pelouse à la déchetterie me confond, parce que cette pelouse, on la laisse sécher 24 heures, on la prend et ça fait un excellent paillis. Donc n'allez pas si souvent, et puis c'est très bon pour la communauté. En plus, moins de déchets à transformer. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, en plus, moi, les pesticides, en fin de compte, plus on traite un jardin, je prendrai le cas des jardins, plus on traite le jardin, plus on a besoin de traiter. Hein, parce que la chose, c'est qu'on détruit tous les insectes auxiliaires. Et donc, il n'y a plus que les produits chimiques, et ça, je trouve navrant. Il faut savoir que dans un jardin, comme en culture, dans l'exploitation biologique, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un certain nombre d'années. Eh bien, en jardinage, c'est la même chose. Un jardin, vous arrêtez d'utiliser les pesticides, il faut plusieurs années avant de revoir ces insectes auxiliaires qui vont faire le travail à votre place, et ça vous permet d'avoir des vacances plus sereines parce que vous n'avez pas besoin d'avoir le pulvérisateur sur votre dos. Hein, voilà, pour moi, les pesticides, c'est quelque chose... Pour moi, les pesticides, on doit les utiliser qu'exceptionnellement pour des raisons très précises, et je prendrai une formule qu'on a entendue il y a quelques années. Les pesticides, c'est pas systématique. En un mot, on est tous d'accord. Complètement. Zéro phyto. Il faudrait aller vers là. Mais moi, je vais poser la question à l'agriculteur. Je m'excuse. Oui. Le zéro phyto ne veut pas dire ne pas utiliser des produits phytosanitaires. Il faut savoir lesquels utiliser. Justement, c'est la question que je veux poser à l'agriculteur. En ce moment, il y a un problème en Bretagne dans les cultures de sarrasin. Et précisément, les gens qui font, qui travaillent en bio, ils ont un problème avec le datura. Comment faire pour éliminer le datura ? Ça, c'est une bonne question. C'est une vraie colle, parce que là, je suis incapable de... Si j'ai un joker, je vais le prendre parce que je suis incapable de... C'est l'obligation, effectivement, l'obligation d'utiliser là un désherbant sélectif. Il n'y a pas d'autre solution. Et il y a déjà eu 3 morts en Bretagne
par le sarrasin. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Je crois que, il ne faudrait pas qu'on sorte de cette table ronde ici. C'est vrai qu'il y a, au vu du tour de table, on a fait, c'est vrai, un peu le procès des produits phytosanitaires. Je pense qu'une agriculture sans produits phytosanitaires, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même avoir l'honnêteté de le dire, parce que faire de la culture de céréales, par exemple, en agriculture biologique, il y en a qui le font très bien. J'ai été en voir dans les Pays de Loire. C'est vrai qu'en Bretagne, ça paraît difficile. On a un climat qui est très humide, très approprié au salissement, donc levée de mauvaises herbes, aux maladies. Et c'est vrai que moi, j'encouragerais en tous les cas pas mes collègues agriculteurs à faire de l'agriculture biologique en céréales, parce que c'est très compliqué. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on peut se passer de produits. Alors, après, il faut, à mon avis, dans la recherche, on n'a pas tout fait. Nos entreprises ou les firmes de produits phytosanitaires, qui ne sont pas nombreuses, à mon avis, n'investissent pas assez dans la recherche sur les molécules, sur les nouvelles molécules qui seraient, a priori, moins dangereuses. Je pense que ça fait quand même quelques années qu'on le dit. Je trouve, en tous les cas, la profession trouve qu'il n'y a pas assez de recherche de ce côté-là, et que aujourd'hui les pouvoirs publics ne poussent pas assez ces firmes-là à changer aussi leurs pratiques, ou en tous les cas à faire plus d'efforts sur la recherche. Donc il faut insister beaucoup là-dessus, parce que l'agriculteur utilise ce qu'il trouve dans le magasin, et c'est vrai qu'il y a des molécules qui disparaissent, et à ce moment-là on s'adapte. Il y a une partie qui sera remplacée par, on le sent bien, et qui sera remplacée par du binage. On fait plus de RC-Tri aujourd'hui. Il y a beaucoup de conventionnels qui ont acheté cette année les houes rotatives, par exemple, qui dans un premier passage éliminent déjà beaucoup de mauvaises herbes. On repasse avec du chimique après, mais ça fait diminuer la dose, quoi. Tout ça, c'est des pratiques qu'il va falloir acquérir, qui viennent de l'agriculture biologique, qui ont été initiées par ces gens-là. Et tout ça, c'est un échange entre tout ce monde-là, et il n'y a pas de... En tous les cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on évite de mettre des barrières entre ces deux mondes-là, quoi. Mais il y a un vrai développement sur la recherche à faire. Alors, le problème, c'est que la recherche, aujourd'hui, elle est privée. Les pouvoirs publics n'ont pas les moyens, ou mettent pas les moyens dans ce domaine-là comme ailleurs, ou en tous les cas, c'est pas une priorité aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, forcément, après, il y a sûrement des choses à faire, et c'est vrai que l'agriculture biologique, malheureusement, peut-être se retrouve face à... c'est un peu les gens de terrain, c'est les agriculteurs eux-mêmes, comme le disait Jean-Charles Lagorne, qu'il faut avancer les choses, quoi, par de l'observation, par de la technique, essayer, parfois louper, parce que en agriculture biologique, il y a aussi beaucoup d'échecs sur les cultures, forcément. Ça fait aussi un peu partie j'ai été voir un céréalier qui avait 120 hectares de céréales. Pour lui, il y avait 3-4% de sa surface qui était à détruire, parce qu'il avait intégré le fait que on loupait aussi certaines cultures, et qu'au bout d'un moment, quand elles étaient trop sales, il fallait aussi les détruire. Mais parce qu'il avait loupé sa rotation, parce qu'un certain nombre de choses avaient échoué, quoi. Donc c'est vraiment, là où je rejoins Monsieur Lawinant, c'est vrai que c'est dans l'observation. En tous les cas, dans les jardins, si je pouvais faire un petit break là-dessus, je trouve qu'on en utilise de trop. Je comprends pas pourquoi le jardinier s'avère autant à utiliser des produits phytosanitaires. Que l'agriculteur le fasse parce qu'il a une obligation et des résultats économiques, une entreprise à gérer, ça peut se concevoir. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais le jardinier, à mon avis, s'il utilise des produits phytosanitaires, c'est qu'il y a un problème. Et il ferait bien aussi de regarder et son assolement dans son jardin, et peut-être y compris d'arrêter carrément, plutôt que de mettre le pulvé tous les soirs sous le dos, quoi. Donc moi, je suis malheureux de voir mes voisins qui s'empoisonnent, qui s'empoisonnent dans leur jardin, quoi. Qui s'empoisonnent en tous les cas, parce qu'ils en prennent plein la figure. Peut-être plus que nous quand on traite 50 hectares. Donc moi, je trouve ça dommageable, quoi. Donc il faut aussi faire beaucoup de prévention et d'information là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. La chose, il n'y a pas suffisamment d'informations concernant ces produits phytosanitaires. Ce sont des produits qui tuent des êtres vivants. Ce sont des insectes. Là, on considère que l'insecte n'est pas utile. Chaque insecte a son utilité. Certains, il ne faut pas qu'ils se développent de façon trop importante. Mais c'est vrai que je voudrais bien savoir, si on faisait une petite enquête, combien de jardiniers lisent
la notice qu'il y a sur l'enveloppe, hein, parce que et c'est là, tout est important. Ils ne connaissent pas les différents sigles, le code, hein, et effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est que un petit jardinier qui pulvérise certains produits, eh bien, il en prend plein la figure. Et en particulier, comment dirais-je, certains jours. Bon, je ne sais pas si en agriculture c'est respecté, mais il me semble qu'au-dessus de 20 km à l'heure de vent, la vitesse de vent, on ne devrait pas traiter. Donc ça, pratiquement une formation qu'il faut apporter. C'est une information et une formation. Une information importante auprès des jardiniers abatteurs pour leur faire comprendre que ces produits sont dangereux. Donc c'est bien le rôle des jardineries, c'est le rôle des associations, c'est le rôle des collectivités locales, enfin les bassins versants font bien leur travail de ce côté-là. Ouais. Toutes les associations font leur travail, peut-être encore de façon insuffisante. À mon avis, oui. Pour des raisons évidentes. Moi, j'ai jamais vu un jardinier utiliser des produits chimiques, des produits de synthèse, hein, parce que je dirais pas des produits de synthèse, avec un masque. J'en ai jamais vu. Donc ils mettent leur santé en danger. Et ils mettent aussi leur santé. Et puis, tout à l'heure, ce qu'a dit aussi M. Prigent, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils vont utiliser tous ces produits phyto pour se faire des légumes qu'ils vont consommer. Moi, je dis aux gens qui m'écoutent, qui veulent bien m'écouter, eh bien, si vous utilisez ces produits chimiques, allez carrément en acheter en grande surface. Il dit, ils seront encore peut-être de meilleure qualité que les vôtres. Pour des raisons encore évidentes, pendant 30 ans, 40, 50 ans, le jardinier, le petit pépère, il va faire ses légumes au même endroit. Donc il y a la terre, elle est, à mon avis, saturée par des produits chimiques. C'est ce qui arrive de temps en temps. Et dans la contribution que la CLCV a fait au Grenelle 2, il y avait un article qui demandait justement à ce qu'on ne trouve plus de produits phytosanitaires dans la grande distribution. Et moi, je dois reconnaître que je suis... Moi, je suis entièrement d'accord. Je suis malheureux quand je vois un caddie dans une grande surface qui cohabitent, ou dans le caddie, cohabitent des côtes de porc, par exemple, avec des produits phytosanitaires. Quels que soient les emballages qu'on peut avoir, il peut toujours y avoir un accident. Et puis, dans les jardineries, comme disait Roland Jaffray tout à l'heure, ils reçoivent une formation, et les gens qu'on trouve dans les grandes surfaces n'ont aucune formation à cela. Donc je maintiendrai fortement notre position sur cette contribution. Et bon, là, moi j'approuve complètement cette position parce que c'est vrai, quand on va faire ses courses, on voit la maman là, qui a ses petits gosses et puis qui prend, je ne sais pas, un herbicide ou quelque chose comme ça avec effectivement les gâteaux et ainsi de suite. Moi je trouve ça, c'est incompatible. C'est incompatible à mon avis. Voilà. Est-ce qu'on a encore des choses à dire ou est-ce qu'on se tourne vers le public Oui, Philippe. Oui, je voulais juste un complément quand même par rapport à l'agriculture biologique, ne pas passer quand même sur l'aspect commercialisation et parce qu'on n'est pas sûr aujourd'hui, moi en tant que producteur de lait, je démarre la conversion, je ne sais pas qui va prendre mon lait dans 2 ans. Et là pour le moment, au niveau de la certification, c'est... Oui, au niveau de la certification, on livre pendant 2 ans, pendant la période de conversion, on livre toujours en conventionnel. D'accord. Donc, et au bout de 2 ans, on a l'agrément. Et moi et d'autres copains, puisqu'on est quand même 5-6 dans le cas, on n'a toujours pas de laiterie pour ramasser notre lait dans 2 ans. Personne ne veut s'engager dans 2 ans parce que personne ne connaît le marché dans 2 ans. Il y a un essor quand même assez important de la conversion aujourd'hui, qui ne représente pas des gros pourcentages sur le volume global, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le consommateur sera au rendez-vous dans 2 ans ou dans 4 ans? On n'en sait rien. Aujourd'hui, on remarque quand même la grande distribution, une fois de plus, qui marge plus sur un produit bio que sur un produit conventionnel. Pourquoi ? Ça, c'est les questions qu'on devra se poser. C'est une grande question. Si la LMA ne s'interroge pas là-dessus, dans les prochains jours, je crois qu'on aura aussi loupé
moi, en tous les cas, on ne voudrait pas recommencer non plus ce qui a été fait par le passé avec la grande distribution, quoi. Ou bien alors ça sert à rien, quoi. Donc, si c'est pour qu'elle marge encore 10 ou 15% de plus sur les produits, c'est un produit qui est un produit d'appel pour eux, puisque vous voyez bien dans toutes les grandes surfaces aujourd'hui, il y a des rayons de plus en plus grands sur le bio, et c'est vrai que ça attire le monde. Donc je crois que on a là quand même des interrogations, et il faudra quand même l'élever, hein. Je crois que le consommateur ou en tous les cas les médias font aussi l'apologie du bio, et c'est très bien, mais est-ce que demain tout le monde sera au rendez-vous? Je ne suis pas sûr, quoi. Pour le moment, dans le marché bio, on ne fournit pas suffisamment. Pour l'instant, on ne fournit pas dans certains produits, en tous les cas, et les produits laitiers en l'occurrence ne fournissent pas, puisqu'on importe beaucoup de lait bio, mais c'est quand même en céréales aussi. Bon, en légumes et autres, je crois que le pays est quasiment autosuffisant, sauf à ce que le marché se développe, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais alors ça sera qui sera au rendez-vous et à quel prix, quoi. Jean-Charles, quelque chose à rajouter? Oui, j'ai oublié de dire qu'on s'est rapproché les 5 dernières années là, du service urbanisme. Pourquoi? Parce que tous les projets passent par eux. Et donc, il est intéressant pour nous d'avoir tous ces dossiers-là en main pour pouvoir dire si, par exemple, la balayeuse peut passer désherbée sur telle largeur. Pour une tondeuse, pareil. Au lieu d'amener 2 tondeuses, une d'1,50 m de large et une autre de 50 cm, on peut peut-être amener une seule, quoi. Alors là, il y a eu un travail de fait en amont qui était très important pour nous, quoi. Et on est en plein dans le développement durable. Ah oui, tout à fait. Ouais. On est en plein dedans. Et j'ai envie de dire, l'agneau labellisé 4 fleurs, c'est possible, 0 phyto, quoi. Donc, mais je parle que pour une collectivité, là. Attends, maintenant, après, c'est à voir. Hein. Roland. Je vais rajouter un petit truc qui rejoint ce que disait M. Prigent tout à l'heure. Au magasin Vert de Lannion, on veut développer, puisque c'est lié à une demande aussi de clientèle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un retour sensible au potager, par exemple, et on est à la recherche de plants de légumes bio. Donc ça va du plant de salade à la tomate, au chou, aux légumes, on va dire, traditionnels, hein, sans aller chercher le petit truc rare. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est un problème de s'approvisionner dans ce domaine-là et de s'approvisionner régulièrement. C'est un problème de par les quantités à trouver. Et ces difficultés-là, les producteurs qui existent dans ce domaine-là, elles sont accentuées par des trucs tout bêtes, hein. C'est des agriculteurs, des producteurs de légumes, de plants de légumes comme ça, comme M. Prigent le font progressivement, basculent progressivement dans le bio, et une petite surface vers une plus grande. Et donc aujourd'hui, ils travaillent les deux produits, tout en en accentuant vers le bio. Un problème tout simple, c'est le transport. Aujourd'hui, si on veut aller jusqu'au bout pour être reconnu bio, ne serait-ce que dans le plan de légumes, il n'est pas acceptable de transporter dans un même rôle ou camion, rôle déjà, et camion, le même produit. Donc, vous comprenez bien aussi que ça pose des difficultés de rentabilité déjà aux producteurs comme ça. Donc je pense que le chemin va peut-être être un peu long, mais espérons qu'il est sur la bonne voie, quoi. Après, je dirais, pour rejoindre les paroles d'un peu des autres intervenants, sur le zéro pesticide, je vais dire, au magasin Vert, on n'est pas à zéro pesticide, au moins dans les rayons, hein, c'est vrai. Alors pourquoi on n'est pas à zéro pesticide? Parce que vous direz, on pourrait le faire. Bon, c'est aussi, et je disais tout à l'heure que je suis depuis un moment dans la profession, c'est aussi malgré tout un fonds de commerce qui existe depuis longtemps. On est en train de s'adapter comme
comme le client, on va sans doute mettre un peu de temps et on n'a pas encore fait le pas comme au moins une enseigne de notoriété nationale l'a fait, de se passer complètement de ce type de rayon. Moi, je crois que c'est en bonne voie parce qu'il y a beaucoup d'encouragement, notamment dans les alternatives qu'on peut proposer. Maintenant, c'est vrai que c'est pas encore à l'ordre du jour, mais je pense qu'on se dirige certainement vers quelque chose comme ça. Je dirais aujourd'hui, en tout cas, notre volonté est de demander aux jardiniers qui souhaitent en tout cas des conseils en ce sens-là, de leur permettre de travailler en tout cas de façon raisonnée et raisonnable aussi. Et c'est vrai, comme disait M. Lavenant tout à l'heure, ça commencera peut-être par lire la notice. Et c'est vrai que si déjà tous les gens qui utilisent ou utilisaient ou ont utilisé ce genre de produit avaient ne serait-ce qu'utiliser la dose préconisée Au lieu de la doubler. au bon moment au niveau grand public, mais je pense que c'était vrai aussi au niveau agriculteur. Moins maintenant, parce que... Moins maintenant, certainement, parce qu'il y a des problèmes économiques et autres. Mais je pense que si déjà on arrive à se sensibiliser à ça, on va faire un pas tous dans le bon sens. Et je crois que ça va peut-être être long, mais il faut persévérer et je pense qu'on y arrivera. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qui veut poser des questions? Oui, bonjour à tous, Patrice Desclos. Oui, moi je voudrais ne pas faire trop d'angélisme, mais on n'a pas trop parlé finalement de la PAC par exemple, et des encouragements ou pas des agriculteurs qui sont dans les filières aujourd'hui le parent pauvre d'une intermédiation énorme, où ceux qui profitent le plus sont quand même les grandes surfaces, la grande distribution, et puis plus en amont, l'agro-business. On n'en parle pas, mais on fera évoluer les choses que à travers effectivement les agriculteurs. Eux sont victimes en fait d'une politique qui date de 40 à 50 ans. Et tant qu'il n'y aura pas de changement notable au niveau politique, et même de l'Europe, je crois, on n'y arrivera pas. Bon, quand on voit bien là, quand on parle du bio, on fait un petit mélange aussi de temps en temps avec le raisonné. Bon, les cahiers des charges ne sont pas forcément les mêmes. Quand on parle du modèle CEDAPA, si je puis dire modèle, par exemple pour les herbages, les prairies, on n'est pas encore réellement dans le bio. Alors, il ne faut pas jouer les ayatollahs du bio pour autant. Il y a encore beaucoup de pas à faire. Mais je pense que les pouvoirs publics, pour des raisons électoralistes, il ne faut pas qu'on s'en cache, sont loin de donner l'exemple. Si aujourd'hui, il y avait des primes assez fortes, si les circuits de distribution étaient organisés pour favoriser, par exemple, la distribution du lait bio, la marche en avant se ferait. Aujourd'hui, c'est l'initiative de quelques agriculteurs qui, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, prennent des risques. Moi, ça ne me paraît pas politiquement correct. Voilà. Donc ma question, c'est vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, c'est vrai que, par rapport à la PAC, je pense que il y a eu comme une évolution, c'est qu'il y a aujourd'hui un découplage total. Ça veut dire que si vous semez des céréales ou si vous n'en semez pas, vous gardez le montant des DPU que vous aviez, des montants DPU historiques. C'est déjà quand même une avancée qui permet, je pense, à des personnes, y compris comme moi, de faire le pas. Parce que c'est vrai que si on m'avait dit, en même temps que de faire la mutation ou l'évolution vers l'agriculture biologique, on m'aurait dit, tu perds tous les DPU que tu avais sur les céréales à l'origine, je pense que j'aurais pas fait le pas. Donc, je pense que tout le monde ici ne sait pas ce que veut dire DPU. C'est les droits à paiement unique, c'est l'aide à l'hectare qu'il y avait pour faire un hectare de culture de blé, de maïs. Pour faire court, c'était un montant qui était à l'origine
sur le produit et qui a été versé directement à l'agriculteur à partir des années 92, qui sont des montants colossaux, c'est vrai, pour des régions céréalières, qui le sont beaucoup moins pour des régions de production comme la Bretagne, où il y a beaucoup de production animale. Mais c'est vrai que ça a été, c'est vrai que ce découplage, le fait de donner quand même cette aide malgré un changement, c'est vrai que ça aide, je pense, aujourd'hui à regarder autrement, c'est vrai, des changements de pratiques ou de méthodes sur nos exploitations. Donc, mais c'est vrai que au-delà, je prendrai l'exemple. Alors, on parle des pouvoirs publics, c'est vrai c'est vrai que sur le bio, et on en parle ici avec la collectivité, même à Lannion, c'est vrai de pouvoir intégrer du bio dans la restauration collective. Le jour où, c'est vrai, il y aura 20% des produits de la restauration collective qui seront bio, c'est sûr que là, on pourra y aller. Il n'y aura pas de problème. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Parce que nos propres élus ont même du mal à faire changer les habitudes du cuisinier, qui n'a pas forcément peut-être envie de s'embêter avec ça, qui a aussi des contraintes par ailleurs. Hein. Donc tout ça fait que les choses ne vont pas vite, mais je pense quand même qu'elles avancent. Et c'est vrai que l'exemple peut-être des collectivités comme ici, comme la Com d'Aglo ou autres à petite échelle, si nos élus se fâchent, si nos élus donnent des ordres, je pense que les choses évolueront. Et si ça évolue à Lannion, progressivement ça évoluera ailleurs et je crois que c'est comme ça que ça marche, quoi. Il ne faut pas attendre non plus des grands bouleversements et des grandes orientations des ministères. Je crois que les ministères sont là pour faire plus de réglementation que d'accompagnement autrement. Donc je crois que en tous les cas c'est ma perception de voir et en tous les cas, les derniers événements qu'il y a ou les annonces qu'il y a pu avoir sur les algues vertes confortent dans ce que je pense, puisque on avait fait des propositions que jamais personne n'avait fait sur la lieu de grève en termes de changement de pratique, et en passant à un système plus herbagé. Et la seule solution qu'on nous a trouvée, c'est de nous mettre d'abord de la réglementation. Après, on nous dit, écoutez, après, sur l'herbe, vous faites des projets où il y aura des appels à projets, mais pour l'instant, on vous fout un coup de bâton, quoi. Donc, forcément, ça n'aide pas à faire évoluer les choses, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a que le terrain qui fera bouger les choses, le consommateur lui-même, les élus locaux, et je compte pas beaucoup sur les ministres pour le faire, hein. Donc, ou en tous les cas, c'est des grandes orientations, mais qu'il faut appliquer, qu'il faut faire évoluer après localement, quoi. Alors, je sais pas, je réponds sûrement pas à la question complètement, mais... D'autres questions? Bonsoir, Jean-Yves Prigent. En faisant suite un peu à ce que vous venez de dire, je voulais quand même savoir quelle était la démarche des écoles d'agriculture aujourd'hui, parce que c'est quand même la base de tout ça. Enfin, à mon avis, très important. Alors, dans les écoles d'agriculture, je pense qu'il y a les choses évoluent aussi. Je pense que c'est vrai dans les années, enfin moi quand j'ai passé à l'école d'agriculture, c'est vrai qu'il n'y avait pas 36 modèles et c'était celui-là qui marchait à l'époque et c'était celui qui était mis en avant et bon c'était perçu et il fallait de toute façon aussi faire de la production puisqu'il en manquait. Aujourd'hui, je pense que les écoles d'agriculture ont besoin d'évoluer dans leur discours. Il ne faudrait pas non plus qu'elles fassent un virage à 180 degrés en expliquant qu'il n'y a qu'une solution, quoi, ou qu'il faut complètement venir que tout le monde aille vers le bio. Enfin, il faut quand même qu'ils soient prudents dans le message dans les écoles d'agriculture. Je crois ça c'est important, mais ils pourront pas faire un virage à 180 degrés, sinon ils risquent de ne pas être crédibles. Et bon, parce que les écoles d'agriculture, les élèves y sont, ils rentrent chez eux, et il y a aussi souvent les gens qui rentrent, en tous les cas pour ceux qui ont des exploitations agricoles chez eux, il y a aussi des choses qui avancent, et à mon avis c'est plus dans la formation continue qu'on va faire changer les choses, quoi. C'est pas dans les écoles d'agriculture, l'école on apprend à apprendre, mais je pense que c'est plus dans la formation continue qu'on fera évoluer les choses, quoi. Et là malheureusement le monde agricole ne va pas assez en formation ou n'essaye pas de chercher à faire leur propre analyse sur ce qui se passe, quoi. Donc c'est d'abord ça qu'il faut faire et il faut que nos exploitants aient plus de temps sans doute pour y aller, quoi, et pour se former. D'autres questions? Oui, je me lève pour
rebondir sur une information majeure apportée par Charles Laouénan et abonder dans le sens de Philippe Prigent. Alors d'abord, je suis, comme beaucoup ici, jardinier banal dans mon jardin à Tonquédec, où je suis alors archi-intensif, complètement productiviste, sur des petits carrés ridicules à base de compost sur lesquels je fais 3 récoltes par an avec des rotations de culture. Bon. Ce qui fait qu'une terre régulièrement améliorée avec des apports de compost bio, elle est très riche et permet d'être très rentable et très efficace avec beaucoup moins d'entretien, en plus parce que la terre est très légère, facile à entretenir, y compris en passant à côté, on élimine les mauvaises herbes si on passe au bon moment. Honnêtement, c'est vrai, quand c'est des périodes pluvieuses, moins évident. Bon. Tout à fait, Charles Laouénan, l'étude de Montpellier là, que vous avez citée, elle est considérable. Hein. C'est la première en France, qui est un pays très rétrograde sur les études épidémiologiques, la première étude qui a été faite sur 4000 personnes. Hein. Alors 4000 personnes pour 2 raisons, pour avoir un échantillon valable en global, hein, et avoir en plus des indications claires et incontestables sur les sous-catégories. Les médecins qui ont organisé cette étude-là ont été effrayés, et ont effrayé à juste titre les viticulteurs du Languedoc-Roussillon, parce que la formation majeure, c'était que, en effet, ceux qui en prenaient le plus de la figure, c'était les viticulteurs d'abord, à savoir qu'ils avaient constaté de manière indiscutable des malformations congénitales dans la population viticulteur. Donc, il faut effectivement pas se raconter de salade sur le pays qui est le plus gros consommateur de pesticides du monde, hein, à ramener à la surface. Hein. Bon. Alors, pour abonder dans le sens de Philippe Prigent, dans la mesure où, en effet, que ce soit du bio ou l'herbager, on peut aussi, et vous avez déjà démarré plein de choses, hein, je crois qu'il y a des gens parmi vous, du CEDAPA ou autres, qui pensaient, par exemple, à des bouchons de luzerne, hein, qui pourraient rentabiliser en efficacité, parce qu'être bio ou se rapprocher du bio, ça ne veut pas dire être moins efficace, c'est au contraire être plus efficace, hein, avec moins de chimie. Hein, donc il y a des solutions concrètes qu'on peut appuyer, et moi je pense que les filières courtes dont vous avez parlé, les Trégorois, s'ils savent que les paysans font ça, ils seront partants pour encourager par leur propre consommation en individuel ou en collectif, hein, ce que vous ferez. Et au niveau du jardinier urbain, tout à fait, le pays, on peut le renforcer. Hein. En Allemagne, dans énormément de villes, ils ont des broyeurs qui sont mis à la disposition des gens pour broyer toutes les coupes en verre. Chacun a sa philosophie sur les haies, hein, mais bon, quitte à couper les haies, au moins en faire quelque chose, quoi. Et quand c'est bien broyé, c'est une base magnifique pour faire du compost jardinier urbain. Voilà. Donc il y a des solutions concrètes qu'on peut vraiment avancer très fort. Simplement, quoi. C'est vrai que le levier, c'est le lien direct entre les paysans et les gens consommateurs. Hein, je crois beaucoup. Bon, oui, vous ne faites que confirmer ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit, parce que sinon on a pour toute la soirée. Au niveau du compostage et tout ça, dans la région du nord de la France, il y a des formations spécifiques, hein, et il y a un diplôme délivré aux gens qui font une formation sur le compostage et les différents produits végétaux broyés. Que dirais-je, oui, pour l'agriculture, c'est vrai que, surtout pour les gens qui sont dans le bio, effectivement, c'est le balbutiement quasiment. Hein. Donc effectivement, il y a beaucoup de recherches à faire et je pense que ça viendra. Je reviens tout à l'heure sur ce que disait aussi Prigent, sur les produits chimiques, il n'y a pas d'études ou de recherche de fait en France, c'est vrai. Il y a dans les autres pays voisins, et en particulier en Allemagne, où les produits, je reviens toujours sur ces produits dangereux là, qui agissent sur le système nerveux des insectes, eh bien ce produit était utilisé en 14-18. Et j'arrêterai là. Oui, bonsoir, Paul Billan, là, donc président du comité de Bassin Versant. Je voulais juste préciser et compléter un peu
et compléter un peu ce qui s'est dit tout à l'heure. M. Roland Jaffray indiquait que au niveau du magasin vert, il y avait donc un effort qui était fait par les jardiniers, et par les vendeurs plutôt. Il faut savoir aussi que le comité de bassin versant donc, va faire signer à un certain nombre de magasins une charte dans les mois à venir, enfin le mois à venir, là, courant mars, donc avec un peu plus d'une dizaine de magasins donc, qui s'engagent donc, sur la formation, sur le conseil, sur la mise en évidence d'un certain nombre de produits. Donc effectivement, sur l'information, je crois que là, il y a un travail qui est fait et qui va, on l'espère, porter ses fruits. Sur ce que disait Philippe Prigent, là, au niveau du passage en bio, je trouve qu'effectivement, c'est une démarche très courageuse, puisque on était, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est en décembre, hein, avec une réunion à Ploirette, avec un certain nombre d'agriculteurs qui souhaitaient passer en bio ou qui s'interrogeaient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on assiste à ce genre de réunion, on s'aperçoit que le passage en bio, il n'est pas... ne peut pas se faire comme ça. Hein. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Je parlais de laiterie tout à l'heure, de circuit de collecte, de débouchés, de traitement des cheptels lorsqu'il y a des problèmes. Donc, tout un tas de questions. Moi, j'ai trouvé que tous les agriculteurs qui étaient là étaient en fait très sensibles et à la fois interrogatifs, parce que faut pas oublier que c'est leur moyen de subsistance, hein, il faut qu'ils vivent, donc on ne peut pas se lancer comme ça dans l'inconnu, et la façon dont Philippe Prigent aborde le sujet me semble très, très intéressant. Et puis pour compléter, je voulais juste dire qu'on vient de mettre sur le bassin versant du Léguerre des périmètres de protection de captage, dans lesquels va être interdit l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est à la fois les périmètres immédiats des prises d'eau, mais aussi les périmètres sensibles et complémentaires. Et là, ce sera interdit. Donc là, il y aura aussi un problème parce que l'État nous a un peu poussé pour l'interdire, mais il n'y aura pas les moyens, par contre, de vérifier. Et ça, c'est quelque chose qui risque de poser un certain nombre de problèmes. Bien, merci. Le maître Jean-Claude, bon, je voudrais parler un petit peu concernant le désherbage des jardins. Je me suis aperçu au bout de plusieurs années que de nouvelles variétés de mauvaises herbes apparaissent, notamment très difficiles à éradiquer par une multiplicité de rhizomes ou de bulbes. Et donc la question que je me pose, c'est d'où proviennent-elles? Et est-ce que justement au niveau des jardineries, lorsqu'on achète des plants en pot, tout ça, l'utilisation des composts, est-ce que ce problème est pris en compte lorsque vous faites vos plants, lorsque vous faites vos plantations? Oui, moi je vais répondre à la question. Il n'est jamais impossible qu'au travers d'un pot ou le contenu d'un pot, il n'y ait pas une graine autre ou un morceau de rhizome, de bulbe. Là, je dirais, sachez qu'en tout cas pour le magasin vert de Lannion, mais je pense que c'est le cas de 80% ou 90% des jardineries en France, c'est en général pas les jardineries qui produisent. Donc les producteurs ont aussi des cahiers des charges. Normalement, on ne devrait pas trouver des graines ou des morceaux de rhizome anormaux dedans. Bon, ça peut toujours arriver, mais maintenant il faut aussi savoir que des graines d'adventice sont dans tous les sols, et dans celui de monsieur et dans celui de tout le monde, et il suffit qu'il y ait toutes les conditions requises pour qu'il lève. Des fois le fait d'avoir tout simplement remué la terre toutes les conditions climatiques, une graine peut se conserver de nombreuses années et rester, on va dire, endormie pendant quelques temps, et puis ça peut arriver. Donc c'est vrai qu'arriver à zéro adventice comme ça, c'est souhaitable, mais c'est pas toujours réalisable. Voilà. Jean-Charles. Oui,
Moi, je vais compléter un petit peu. C'est vrai, bon là, vous ne l'avez pas dit, mais je pense que ce que vous avez chez vous, c'est de l'oxalis. Ah. Bon, c'est un phénomène qui est arrivé effectivement depuis une bonne vingtaine d'années, quand les pratiques comment dirais-je, de semis et de production de plants s'est automatisé. Voilà. Avant cette époque, le petit maraîcher là, qui produisait les graines et les plants dans nos régions avait une technique bien à eux. Pour éviter ce genre de choses, ils utilisaient la vapeur. Ça veut dire que le terrain et tout le substrat était passé à la vapeur. Ils détruisaient tout graines et éventuellement maladies cryptogamiques également. Bon, maintenant, il y a une évolution et là, malheureusement, on ne pourra plus s'en passer. Moi, je considère cette chose comme une pollution de nos jardins, faite par les producteurs de plants. Et malheureusement, il n'y a absolument aucun produit, il n'y a que l'huile de coude pour essayer de limiter sa prolifération. Ouais, mais l'huile de coude, pour éliminer l'oxalis, il faut avoir des bons yeux aussi. Voilà, donc il faut prévoir, en fin de compte, ce travail doit se faire courant juillet, août, où les bulbes sont les plus faciles à supprimer. Mais bon, bon courage, monsieur. Oui. Franchement, Charles, je te remercie parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'essaye d'éliminer l'oxalis de mon jardin et j'ai plus l'impression de le multiplier. Voilà. Bon, celui qui veut faire comment dirais-je, de la cueillette de trèfle à 4 feuilles. Exactement. On croyait que c'était un porte-chance. Mais... Voilà. Bien, je crois qu'il y a encore des questions. Bonsoir à tous. Vous savez, comme beaucoup de gens, la famille de Vilmorin était une famille qui était très visionnaire pour son époque. Et c'était quelqu'un qui voyait la dimension du jardin très large. Et Vilmorin a compris quelque chose d'essentiel que les paysans savaient autrefois, c'est-à-dire la graine. Et la vie commence à partir de la graine. Quand on a commencé, si vous voulez, à faire certains travaux concernant les hybridations et créer des hybrides, on s'est aperçu qu'il y avait une loi, c'est-à-dire physique, où on pouvait reproduire des choses pratiquement à l'identique et voire augmenter les rendements. Il y a un autre chercheur qui est très connu aussi, c'est Georges Truffaut, qui a beaucoup élaboré sur ses travaux au niveau des engrais. Et je dirais, à l'heure actuelle, le problème de l'agriculture, je pense, c'est au niveau des laboratoires et de la recherche. Parce que ces deux grands-là, chercheurs, si vous voulez, étaient précurseurs de ce qu'on pourrait dire la biotechnologie. Et le modèle américain, c'est-à-dire où on s'est calqué après-guerre chez nous ici, pour le système productif, a associé dans ses schémas de sélection, c'est-à-dire la culture d'hybride, mais avec un filtre, c'est-à-dire des pesticides qui vont avec. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'agriculteur a été dépendant d'un système où il n'avait plus en soi une sorte de monopole sur ceux qui produisaient. Et ça a été une volonté à la fois des géants, je dirais, entre autres les grandes firmes phytosanitaires, mais c'est un plan qui a été mené, je dirais, très bien, et je serai un seuil aujourd'hui où une question actuelle se pose, c'est la biodiversité et la conservation, et je dirais les nouvelles techniques alternatives et l'écologie dans son ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Donc il faut préserver à la fois que trouver des nouvelles façons de produire. Bon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de fait, mais il faut encore se méfier des nouvelles technologies et j'irai plus loin que les hybrides.
les OGM, c'est vrai qu'il y a eu référence aux États-Unis et je pense que la France ne fera pas cela. Il faut savoir que l'utilisation d'OGM qui sont résistants à certains herbicides ont fait, pour moi, une catastrophe, où il y aura catastrophe aux États-Unis. Bon, du fait qu'ils ont effectivement diminué les quantités d'insecticides au niveau des plantes, mais ils ont augmenté le nombre de produits herbicides. Hein, et je crois que le rapport est de 1 à 6. Donc c'est bien beau de faire de nouvelles, comment dirais-je, de nouvelles semences, soi-disant plus performantes, mais on a le retour de médaille. Ici, on est, pour l'instant, on essaye de faire du jardinage et de l'agriculture biologique, ça veut dire sans utiliser de pesticides de synthèse. Et donc, à mon avis, il ne faudrait pas qu'on aille dans cette direction-là. Bien, je vous remercie. Je pense que ce plateau a été de très bonne qualité. Ah, il y a encore une question. J'ai pas de miroir, je peux pas voir. Ça y est, je me lève. Erwan Kergadalan, je suis agriculteur biologique et puis je représente GAB d'Armor, donc le groupement des agriculteurs biologiques du département. Par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai qu'on partage. Je trouve que cette semaine sans pesticides et puis ces portes ouvertes qui vont être organisées sur les fermes, c'est quelque chose de très positif. Hein. Il y a 20 ans, mes collègues qui vont recevoir vos visites auraient été pris pour des illuminés. Maintenant, on reconnaît effectivement une certaine technique, des résultats, etc. Donc tout ça, c'est très positif. Par contre, je trouve qu'il y a une certaine frilosité dans l'engagement des élus, des bassins versants vers le bio. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Nous avons mis en place avec le réseau, sur fonds publics, un outil de désherbage de maïs. Donc c'est un guide d'utilisation du chimique le moins possible. C'est-à-dire qu'on apprend en quelque sorte l'agriculteur à compter le nombre d'adventices qu'il a, à désherber mécaniquement et en tout dernier lieu, effectivement, à désherber chimiquement s'il n'y a pas d'autre alternative. Donc nous avons invité, à titre d'exemple, les grosses déceptions de ma part en tant que citoyen engagé, nous avons invité les animateurs des bassins versants de tout le département, donc à peu près une quinzaine je pense, à venir voir cet outil. Qui a été mise en place, je le rappelle, sur fonds publics quand même. Il n'y a eu que 3 animateurs qui ont été présents. Alors là, c'est vrai que je me pose la question, où est la réelle volonté politique? J'ai l'impression qu'on y va à pas mesurer, parce que là, dans cet outil-là, il ne s'agissait pas de dire non complètement aux chimiques, il s'agissait de donner des outils, de proposer une alternative. Et j'ai senti vraiment un manque de suivi. C'est vrai qu'en tant que citoyen engagé, c'est des fois dur à vivre. Voilà. Bien, merci. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce plateau. Et j'espère que la semaine sans pesticides se déroulera très bien et aura les conséquences qu'on en attend. Merci. Je vous signale que le plateau sera visible sur tv-trégor.com à partir du 3 mars. Merci.